Monsieur le doyen, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Bonjour Madame Mahé, bien merci et vous-même. Ça va très bien. Je suis vraiment très contente d'être devant vous aujourd'hui. Ben, moi de vous accueillir pour pouvoir parler des futurs métiers de nos futurs étudiants. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous parler un petit peu de votre parcours? Je m'appelle Raphaël Duval, je suis professeur des universités et doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Lorraine depuis le 1er juin 2018. Alors j'ai un parcours un peu atypique, classique avec le baccalauréat en 1991. Je rentre en faculté des sciences à Limoges, chez moi, où je suis originaire. J'obtiens une maîtrise de biochimie. Je fais les obligations militaires, parce qu'il paraît qu'il fallait qu'on fasse le service militaire à l'époque. Et je reprends les études avec un DEA, parce que je suis un vieux, donc on ne parlait pas de master à l'époque. On parlait de diplôme d'études approfondies à Marseille, à Joseph Aiguier au CNRS et à la faculté des sciences de Lumini. Puis j'enchaîne avec un doctorat d'université à la faculté de pharmacie de Limoges, et de façon assez classique, deux postdocs, un à Limoges puis un à Caen. J'ai fait les concours pour être recruté comme maître de conférence. J'ai été recruté maître de conférence en 2004 à la faculté de pharmacie, qui s'appelait la faculté de pharmacie de Nancy à l'époque. Et en fin de compte, à un moment donné, je me suis étant de formation scientifique, mais étant dans une faculté de pharmacie, enseignant, chercheur dans une faculté de pharmacie, j'ai eu le besoin de reprendre les études. Donc j'ai repris les études de pharmacie, avec une option filière industrie, puisque c'est plutôt ça qui avait de l'intérêt pour moi, et puis par rapport à des projets de recherche à l'époque. Et j'ai obtenu mon diplôme de pharmacien, j'ai obtenu l'habilitation à diriger des recherches, parce que pour devenir professeur, c'est un des prérequis. Et me voilà là devant vous aujourd'hui. Oui, donc c'est ce que j'avais vu. Vous êtes diplômé pharmacien depuis 2018. Vous avez Oui, repris, d'accord. oui. Et pourquoi avoir fait ce choix En fait, c'était par rapport à mon enseignement. L'idée était d'avoir une vision intégrée de cet enseignement, de ma discipline, la microbiologie, par rapport à ce que les étudiants pouvaient voir dans d'autres disciplines que je ne connaissais pas, hein, puisque si on parle de la pharmacie clinique, si on parle de la galénique, et même d'autres disciplines qui je n'avais jamais eu l'occasion d'aborder au cours de mon cursus universitaire, qu'on va dire scientifique, en tout cas en faculté des sciences, j'étais peut-être pas très très à l'aise en fait pour pouvoir discuter avec les étudiants et surtout avoir un enseignement qui soit adapté et j'allais dire qui soit inclusif, qui puisse tenir compte de ce qu'ils pouvaient voir par ailleurs. Donc c'est assez impressionnant quand même parce que les études de pharma c'est 6 ans. Donc vous vous êtes réengagé pour 6 ans. Alors non, j'ai bénéficié de ce qu'on appelait à l'époque un dispositif passerelle, c'est-à-dire que vous posez un dossier de candidature pour pouvoir intégrer les études de pharmacie ou en deuxième ou en troisième année. Donc je suis quelqu'un qui a fait pharma mais sans faire le concours en fait. Ouais, mais bon, quand même, vous avez fait du coup 3, 4 ans, quoi. J'ai repris les études en troisième année, Hmm. et oui, 3, 4, 5 et 6. D'accord. Ça devait être compliqué, non, de gérer, parce que vous étiez dans la vie active, du coup. Il fallait jongler entre mon métier d'enseignant-chercheur et ma reprise d'études, et donc un métier que j'avais oublié, celui d'étudiant. Ouais. Après, vous deviez être avantagé quand même de par votre formation d'avant. Ça devait être plus facile, peut-être. Oui et non. Oui, non, oui. Sur ma discipline, oui, j'étais avantagé. Sur d'autres disciplines, je n'étais absolument pas. Et en fin de compte, il y a un autre désavantage, c'est l'âge. Hmm. J'ai été relativement plus vieux que mes camarades de promotion quand j'ai repris les études. Et franchement, quand on devient vieux, c'est difficile de réapprendre avec Hmm. la même, le même enthousiasme, la même énergie, la même facilité surtout. Hmm. Ouais. C'est, c'est là où on s'aperçoit il y a un temps pour tout, on va dire. C'est très courageux, en tout cas. Félicitations. Merci. Et quelle est votre mission en tant que doyen de la fac de Nancy? Ouf. Alors c'est difficile de vous répondre parce que doyen, il n'y a pas de feuille de mission en fait. Doyen, c'est à la fois veiller à ce que les collègues aient ce qu'il faut pour mener leur mission pédagogique. C'est-à-dire qu'il y ait des locaux qui soient opérationnels, qu'il y ait de l'équipement aussi, veiller à ce qu'il y ait, quand il y a un souci, à trouver une solution, un problème. C'est du management de ressources humaines, c'est du management de moyens.
C'est des responsabilités financières, parce que j'ai un budget et je dois m'y tenir, euh, en tenant compte des frais qui sont liés aux missions pédagogiques d'un établissement comme le nôtre. Donc c'est euh, c'est un manager en fait, avec plusieurs casquettes, mais ça reste du management. Mhm. Et j'ai vu que vous étiez aussi membre de la NSM et du Conseil de l'Ordre. Alors j'ai été j'ai été conseiller ordinal du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Grand Est jusqu'à très récemment. J'ai remis ma démission au président parce que j'étais appelé à d'autres fonctions au niveau de l'Université de Lorraine, puisque je suis membre du conseil formation de l'Université de Lorraine. Et oui, je suis aussi expert auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, au niveau de la pharmacopée, sur tout ce qui est thématique biothérapie et microbiologie. D'accord, donc beaucoup de casquettes du coup. Oui, mais c'est aussi intéressant de la formation, c'est se battre pour les jeunes, pour pour les études supérieures, pour que les jeunes aient accès à des études supérieures, pour que les jeunes puissent aussi avoir un enseignement de qualité. La formation, hein, ça reste notre principale mission. L'agence, la NSM, c'était aussi voir le fonctionnement d'une agence de l'intérieur pour, pourquoi pas aussi en discuter avec des étudiants qui se posent la question de quid de faire un stage au Mhm. cours de leurs études en pharmacie dans une agence, voir de l'intérieur comment ça se passait. C'était à mon avis plus intéressant pour avoir, je dirais pas les bons arguments, mais pour l'avoir vécu et pour donner les bonnes informations aux étudiants. Mhm. C'est marrant parce que je me rends compte maintenant que j'ai vieilli, entre guillemets, que bah, la scolarité et les doyens, ils sont vraiment attachés à leurs étudiants et ils sont vraiment là pour notre bien, quoi. Et je trouve que quand on est étudiant, c'est des choses dont on se rend pas vraiment compte. C'est après qu'on prend conscience. Bah, on sort de la Covid et on sort de périodes où on a été donc confiné. Mm, Et je peux vous dire qu'une faculté sans étudiants, c'est d'une tristesse sans nom. mm, Les murs sont vides, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vie. C'est un événement qui a été marquant pour les étudiants, bien évidemment, hein, mais je pense que ça a été tout aussi marquant pour les autres personnels. On parle des enseignants, mais même administratifs, parce que il y avait plus ce contact humain, il y avait plus cette vie dans la composante. C'était vraiment mort. Il n'y a pas mm. d'autre terme, c'était mort. Donc oui, si on est là aussi à un moment donné, c'est pour les étudiants. C'est pas que pour nous. Moi, j'y crois pas, personnellement. Bah, on tient pas sinon. Et bah oui, mais ça sert à rien même. Mm, Si on est là pour nous, non seulement ça sert à rien, mais on sert à rien. Donc oui, on est là pour les étudiants. Vous verrez si vous en croisez quelques-uns. Je suis aussi bien là pour leur tirer les oreilles quand ça va pas. mm, Bien évidemment, c'est une image, vous l'aurez bien compris, mais aussi leur dire quand ça va, je les regarde par rapport à leur mission, je les regarde par rapport à leur stage, et même quand ils se lancent dans la vie active, je les suis sur les réseaux pour voir un peu comment ils peuvent apprendre, réussir, et oui, c'est un peu une fierté quand même. mm. Mais c'est pas parce que je suis doyen, hein, je pense que pour l'ensemble des collègues, c'est une fierté à un moment donné de voir qu'on a des jeunes qui réussissent, qui vont dans la vie active, certes avec des difficultés hein, pour certains, parce que c'est pas tous les jours facile, il y a des métiers qui sont pas faciles, il ne faut pas vendre du rêve non plus, Mm. mais on voit aussi d'autres qui font de très 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 belles carrières, et je pense que c'est des messages importants pour les jeunes, Mm. surtout ceux qui arrivent dans les études. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours bien d'avoir les retours des anciens. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pendant mes études et c'est ça qui m'a aiguillée en fait, hein. C'est grâce à ça après qu'on peut mieux faire ses choix de stage, son choix de master, c'est grâce aux anciens. C'est ce qu'on essaie de faire, hein. On essaie, au début de mon mandat, on a relancé une association qui était l'association des anciens de pharma, pour justement essayer de remettre du lien avec des plus anciens qui même sont en fin d'activité pour certains, mais c'est pour les remettre dans la faculté aussi, puisque certains anciens avaient subi un traumatisme, je vais appeler ça comme ça, quand la fac avait déménagé, puisque nous avons déménagé en janvier 2018. Donc découvrir la nouvelle fac aussi a été un élément qui a été important, mais rester aussi actif ou, comment dirais-je, participatif vis-à-vis des jeunes avec des diplômés qui sont
pas sortis il y a si longtemps que ça. On fait beaucoup intervenir d'anciens étudiants de la faculté qui sont maintenant dans la vie active, en filière industrie, en filière officine, à l'hôpital aussi, pour que justement ils viennent parler un peu de leur métier, de ce qu'ils font. Il y a un programme à la faculté, mais aussi ailleurs, hein. Dès la deuxième année, on a ce qu'on appelle le projet d'orientation professionnelle, le POP. Et au Hmm. travers de tutorat, voire de mentorat même, on pourrait appeler ça, vous avez, j'ai moi-même 3-4 étudiants que je suis pendant leurs années, jusqu'à la quatrième année, jusqu'à ce qu'ils choisissent une filière, hôpital, officine ou industrie. Et au niveau de ce POP, on les fait rencontrer aussi des professionnels, des anciens, qui vont leur parler de leur métier à l'hôpital, dans l'industrie, dans la répartition pharmaceutique. Et toujours essayer d'amener un peu le lien. On a aussi des associations qui nous aident beaucoup, hein. On a de très nombreuses associations à la faculté et pour maintenir aussi, sous forme d'interviews comme on le fait, de rencontres en B2B aussi, ou même de moments un peu plus conviviaux, de maintenir du lien entre des anciens et des tout nouveaux qui rentrent à la faculté. Hmm. Ouais, ça c'est super. Et combien il y a d'étudiants par promotion? Alors, il faut que je fasse attention, hein. Vous savez, on ne parle plus de numerus clausus, on parle de capacité d'accueil. Hmm. On a une capacité d'accueil à la faculté de pharmacie universitaire de Lorraine de 132 places en deuxième année. D'accord. Oui, donc c'est, je dirais moyen. Ah ben, il y a beaucoup plus gros, hein. Oui, Euh, moi qui viens de dans, Paris, oui. dans la région Grand Est, puisqu'on a 3 facultés de pharmacie dans la région Grand Est, on est à peu près sur la même capacité avec Strasbourg. Hmm. Reims, c'est un peu moins. Maintenant, si vous prenez des plus grosses facs, je crois que Nancy est la neuvième fac de France en termes de capacité sur les 24. Donc, vous Hmm. voyez, on est un peu au-dessus de la moyenne. Et quelle est la répartition par filière des étudiants? Alors, c'est fluctuant quand même d'une année à une autre. De toute façon, l'hôpital, hein, là, même si on a un certain nombre d'étudiants qui veulent aller dans la filière hôpital, la difficulté, c'est que les places sont contingentées. C'est un concours, hein, c'est le concours de l'internat, et là, c'est pas moi qui décide, c'est la réussite de cet étudiant au concours qui décide de s'il continue ou pas dans cette filière-là. Depuis quelques années, on a une augmentation des candidatures dans la filière officine. Mhm. On avait eu un tassement il y a quelques temps, à peu près une dizaine d'années. Là, on remonte, on est sur 80-90 étudiants, je dirais, Ah qui oui, vont quand à la même, filière donc une officine. majorité au final. Oui, Hmm. ah oui, c'est majoritairement la filière officine, et donc vous voyez le reste au niveau de l'industrie. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est ce que je semble observer quand je me renseigne un petit peu. Il y a une remontée des choix pour la filière officine Oui. sur toute la France. Mais bon, malheureusement, c'est pas assez, je pense, pour éponger la situation actuelle. Il n'y a pas que l'officine où on rencontre des difficultés, hein. Je Hmm. suis souvent alerté par les syndicats sur des difficultés ne serait-ce que même avoir des stagiaires en fait, en stage de sixième année dans la filière officine, et après avoir des stagiaires qui peuvent prendre un poste de pharmacien titulaire ou de pharmacien adjoint. On a des réelles difficultés. On voit bien sur la répartition du territoire, hein, si je prends l'ancienne région Lorraine, on a des difficultés sur la Meuse, on a des difficultés sur le département des Vosges aussi. Mais même si vous prenez la Moselle ou la Meurthe-et-Moselle, on peut avoir des difficultés en fonction de la localisation sur le territoire. C'est un problème. Hmm. C'est aussi des difficultés qu'on rencontre pour les pharmacies à usage intérieur, puisque là, il y a maintenant, depuis une réforme qui a quelques années, les, euh, les pharmaciens qui travaillent dans les PUI, dans ces fameuses pharmacies à usage intérieur, sont obligés d'être titulaires du DES de pharmacie hospitalière, Hmm. ce qui met énormément de difficultés vu qu'on est contingenté de l'autre côté par le concours, et que comme on a une pyramide des âges qui devient un tout petit peu défavorable chez ses frères et ses consoeurs, ça devient compliqué. Hmm. On a des difficultés, oui. On a des difficultés. Hmm. Est-ce qu'on commence déjà à voir un petit peu l'impact de la réforme Passless sur notre, enfin, sur la filière pharma en Non. général? Alors, je vais vous dire non. En tout cas, on ne voit pas un impact positif pour le moment. Hmm. Pour la bonne et simple raison, c'est que la réforme est toute jeune. C'est la Hmm. deuxième promotion qu'on vient d'avoir. Donc il est peut-être un peu difficile de dire si on n'a un réel impact. Je rappelle que l'impact au départ, tel que le voulait le texte de loi, c'était amener de la diversité au niveau des profils des étudiants entrant dans les études de santé. Donc je pense que c'est un peu jeune.
Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de communiqués en ce moment via les réseaux ou autres. On rencontre des difficultés qui sont assez importantes quand même pour remplir cette capacité d'accueil. Pour vous donner l'exemple de Nancy, pour cette année universitaire 2022-2023, on avait une capacité à 132, on n'en a pu recruter que 122 étudiants. Donc il nous en manque un peu moins de 10%. Maintenant, on a des facultés de pharmacie où la situation Et est bien pire. beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, hein. Euh, le... Et c'est pas que je veuille pointer du doigt les collègues, parce que je vois bien les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On est des fois en dessous de 50, voire même en dessous de 40% en termes de remplissage. Donc c'est extrêmement difficile. De toute façon, la conf s'est exprimée, a fait un communiqué. La NEPF, Mm. l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, a aussi fait un communiqué avec l'ordre, avec différents syndicats. L'idée est d'alerter parce qu'on commence à avoir des difficultés et on doit avouer qu'on ne comprend pas ces difficultés à faire entrer des étudiants dans nos études parce qu'on a quand même un certain nombre d'indicateurs qui nous disent qu'il y a des jeunes qui veulent entrer dans l'étude pharmaceutique mais qui visiblement n'arrivent pas à y rentrer. Et Mm. donc là, c'est un énorme problème pour nous. Donc pour le moment, l'effet de la réforme, en tout cas un effet bénéfique, je ne vais pas vous répondre qu'on le voit tout de suite. Mm. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Et je pense que après c'est peut-être aussi multifactoriel, hein, ces places, enfin ces capacités d'accueil qu'on n'arrive pas à remplir. Je pense que c'est pas la faute de quelque chose en particulier. Je pense que c'est Non, on est bien ouais. d'accord. Mm. On est même la difficulté que je pense qu'on a, c'est que vous voyez encore, on voit un vocabulaire qui traîne, si vous me permettez l'expression. La PASS, c'est la première année de médecine. Et le problème, c'est que à Oui. force de le Oui. répéter, on a des difficultés par rapport à ça. La PASS, si vous prenez ici à l'Université de Lorraine, c'est maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, kiné et même Mm. ergothérapeute. Mm. Et c'est une première année, on passe par la première année et les étudiants choisissent au cours de la première année quelle filière ils veulent préparer. C'est un des éléments qu'on a essayé de faire remonter, c'est de faire changer le discours d'un certain nombre de personnes, puisque c'est un discours qui reste, mais aussi essayer de travailler au niveau de Parcoursup pour que cette passe telle qu'elle est affichée montre les différentes filières qu'il y a derrière, pour que ça puisse d'entrée de jeu au moment où les jeunes vont remplir Parcoursup, qui voient apparaître les terminologies Oui. médecine, pharma, maïeutique, parce que Mm. quand vous entendez que même la filière maïeutique ou sage-femme, hein, ça dépend comment vous voulez appeler, ne remplit pas, ça pose un certain nombre de questions, Mm. réellement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de corriger. Alors pour corriger, il y a Parcoursup, hein. On veut essayer de renforcer aussi la communication vis-à-vis des lycéens, C'est ce que j'allais dire, vis-à-vis voilà. de leurs parents, pour Mm. essayer de... On le fait aux journées des... On organise des journées portes ouvertes nous, à la faculté, hein, pour montrer un peu la fac, pour montrer aussi l'enseignement, puisqu'on a un enseignement très pratique qui n'est absolument pas que théorique, avec des champs disciplinaires au sens très large qui vont de la chimie à la biologie et qui peuvent se décliner encore une fois en très très nombreuses disciplines. Et c'est montré en fin de compte aussi, parce que c'est une des particularités, l'étude de pharmacie, ça reste des études qui sont supérieures, qui sont relativement courtes, hein, puisqu'on a une sortie à 6 ans, 9 si vous faites le concours de l'internat. Et quand vous regardez les possibilités de métier, c'est difficile pour moi, doyen, de ne pas trouver un métier qui serait susceptible de plaire à un jeune. Ah oui, complètement. Et de la même façon, il y a les notions de filière, on parle d'industrie, on parle d'hôpital, on parle d'officine, mais on est même à la pointe au niveau de double diplôme avec des écoles d'ingénieurs à Nancy. Là, on vient d'ouvrir notre quatrième formation Pharma Plus, hein. Pharma Plus, c'est Pharma plus une école d'ingénieurs. Cette année, on a ouvert Pharma Plus Télécom, donc avec Télécom Nancy, pour essayer de former des jeunes au métier du numérique en santé. Parce que ça, on pense que c'est un enjeu stratégique majeur pour les prochaines années. Ça l'est déjà même, on ne va pas se mentir. Mais historiquement, on a un Pharma Plus avec l'ENSIC, hein, donc les industries chimiques. On a aussi avec le NSGSI, on a aussi l'ENSAIA, donc différentes écoles de l'Université de Lorraine, des écoles d'ingénieurs, et on essaie de promouvoir ces doubles diplômés, Mm. pharmaciens, ingénieurs, qui ont aussi, il faut bien l'avouer, et c'est un avantage, aucune difficulté sur le marché de l'emploi après.
Oui. Mais c'est évident qu'il y a un enjeu de promotion du métier auprès Hmm. des plus jeunes, en fait, ouais, des lycéens. Et je pense aussi, voilà, de faire connaître, comme vous l'avez dit, les doubles diplômes et même rien que la filière industrie ou hôpital, je pense que ça, c'est pas Oui, trop connu. Et je disais ce matin sur le réseau, parce que j'avais des questions, s'il n'y avait pas eu les pharmaciens pendant la crise Covid, c'était fini. où est-ce qu'on en serait? Mais oui. Et je le dis en toute honnêteté, parce que euh, nous avons fait le choix avec le vice-doyen, avec Julien Perrin, de former tous les étudiants dès la troisième année au prélèvement nasopharyngé. Nous avons fait appel à des collègues de l'hôpital, hein, le service d'hygiène, Mm. docteur Arnaud Florentin. On a fait appel à des biologistes médicaux, parce que ce geste-là, pour moi, relève de la biologie, pour former les étudiants, pour qu'ils soient en renfort du système de santé. On a envoyé des étudiants en secours au niveau du CHR de Mestionville quand il manquait de bras. On les a envoyés aussi chez des grossistes répartiteurs quand il manquait de bras aussi. On les a formés dès la quatrième à la vaccination, quand il y a eu la demande sur la vaccination. Et on a même, j'allais dire, monté une unité de production à la faculté, puisqu'on a, au plus fort de la crise, hein, donc en mars 2020, on a produit 7 tonnes de solutions hydroalcooliques qu'on a distribuées gratuitement à tous les professionnels libéraux qui étaient dans une situation un peu dramatique, puisqu'on n'avait vraiment rien à Mm. l'époque. Donc, euh, le pharmacien et même les étudiants, je peux dire, Mais ont, oui. ont montré qu'ils étaient utiles, ont montré qu'ils savaient faire des choses et qu'ils pouvaient justement aider. C'est pour ça que la promotion, je pensais que la promotion au travers de la crise Covid, et de montrer la présence que nous avions eue, serait un, alors je ne vais pas dire un élément suffisant, parce que clairement ça ne l'est pas, mais ça aurait pu être quelque chose d'important. Et de la même façon, je pense qu'on n'a pas assez surfé dessus en fait. Mm. Je pense qu'on n'a pas assez dit, voilà ce qu'on est capable de faire. Voilà ce que le pharmacien d'officine a fait. Voilà ce que le pharmacien, même à l'hôpital, a fait. Et même en industrie, au final, hein. Et là, par Partout. rapport à la recherche, Mm. pour moi, c'est une évidence. Je pensais que de cette crise, on sortirait grandi. Alors, je ne dis pas qu'on a rapetissé, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté, mis en valeur les pharmaciens, quels qu'ils soient, parce que ça n'a pas été les seuls, bien évidemment. On peut parler d'autres professionnels de santé, mais on a été vraiment au plus près de la population, sur tout le territoire, hein, puisque nous avons une obligation de maillage territorial. Nous y sommes encore, parce que certains pensent que la Covid est finie. J'ai l'impression que les chiffres montrent qu'il y a encore une circulation intéressante du virus, je vais dire ça comme ça. Et pourtant, nous sommes là, nous répondons présents sur la distribution des masques, sur la distribution d'un tas de dispositifs qui ont quand même été largement utiles pour lutter contre la Covid à un moment donné. Il faut pas oublier qu'on était quand même le seul professionnel de santé disponible pendant le premier confinement, quoi. Oui, Donc, oui, oui, oui. Bah, quand quand tout était fermé, je vous dis, quand moi je venais à la faculté avec certains collègues, on avait donc créé cette unité de production avec l'accord de l'Agence régionale de santé du Grand Est, hein, l'ARS. Euh, les routes étaient désertes. Les routes étaient désertes. Et quand vous voyez la 31 déserte, ça fait quand même drôle, honnêtement. Ça prouve qu'il y a quand même quelque chose qui se passe quelque part. Et oui, on était là. On était là et même beaucoup d'étudiants sont partis chez les officinaux pour tout ce qui était réalisation de tests antigéniques, ont prêté main forte. Donc oui, on a été exposés, mais au-delà d'être exposés, on a quand même répondu présent. C'est ce qu'avait souligné notre présidente, hein, Karine Wolftal, l'année dernière, puisque nous l'avions invitée, c'est elle la marraine de la promotion, et elle avait bien insisté dans son discours sur le rôle et des pharmaciens et des étudiants en pharmacie pendant la crise. hum. Et quels sont les défis et priorités pour cette année 2022-2023? Ah, oula, ils sont nombreux. On a parlé de la PASS et de la LAS, hein. Il faut qu'on essaie de réfléchir avec nos ministères de tutelle à des solutions parce que on ne peut pas rester dans cette situation, hein. Au niveau national, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il nous manque plus de 1000 étudiants. Donc c'est quand même relativement énorme. Donc ça va être un défi. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on essaie de corriger parce que ça ne peut pas durer. Ah oui, Peut pas non. durer. Il reste quand même aussi d'autres réformes, hein, qui sont en jeu, hein. Il y a la réforme du troisième cycle, avec ce qu'on appelle les DESCours, hein, les diplômes d'études spécialisées courts, que ce soit pharmacie industrielle, pharmacie officinale.
On est en attente des textes et là, ça va être un gros défi aussi parce qu'il y a de gros enjeux pour justement revaloriser la formation et ces jeunes qui s'engagent dans ces filières courtes. On peut parler aussi d'une autre réforme, c'est le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, avec la création ou un DUST ou une licence pro. Donc nous, on doit être prêt pour septembre 2023 pour Nancy, sachant qu'il y a d'autres facultés qui ont déjà ouvertes, hein, avec des différences entre facultés qui sont assez fortes. Mais ça va être un enjeu. Et puis vous voyez bien aussi à un moment donné que si j'ai une réforme au début sur la première année et si j'ai une réforme à la fin sur le troisième cycle, ben, il manque ce qu'il y a au milieu. Donc il y a fort à parier qu'il faudra faire des ajustements au niveau du deuxième cycle. Sur la fin du premier cycle aussi, hein, la 2 et la 3, on est sur des années qui sont quand même chargées. La deuxième et la troisième année, c'est des années qui sont lourdes. On voit aussi que il faut qu'on mette en place des moyens de tutorat. On a des associations étudiantes, on a chez nous un tutorat sur la première année spécifique. À la pharmacie, on a un tutorat qui est très efficace aussi sur les études de pharmacie. Je pense qu'il faut qu'on aille sur pas de l'assistanat, mais de l'accompagnement des étudiants entrant dans l'étude de pharmacie, parce qu'on voit quand même des difficultés, mais de la même façon, on s'y prépare, puisqu'on veut amener une diversité des profils au niveau des étudiants entrant dans les études. Donc il va falloir avoir quelque chose de très performant au niveau de ce tutorat-là. Plus qu'il ne l'est actuellement, même s'il est déjà pas mal. D'accord. Bah, merci beaucoup, Raphaël Duval. Et pour finir, est-ce que vous auriez un conseil ou une inspiration positive pour nos étudiants? Oui, il faut croire en notre métier, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que nous avons un rôle majeur de santé publique à avoir auprès de la population. Quelles que soient les études qu'on choisit, quel que soit le métier, on aura un contact, j'allais dire très direct avec le patient, ou peut-être un peu moins direct. Ça dépend les métiers, les filières qu'on choisira. Mais il n'empêche que les pharmaciens, ceux qui sortent des facultés de pharmacie, sont des professionnels du médicament à tout niveau. C'est vital pour la population d'être en capacité de dire qu'on est présent sur le terrain pour les prendre en charge tout simplement et pour avoir ou leur offrir la meilleure prise en charge qui soit.